Ah, écoutez, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la question de la valeur d'un investissement et du prix auquel on achète les choses. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Dans cette chronique, je voudrais qu'on réfléchisse sur plusieurs points. Les plusieurs points en question, c'est euh, comment faire pour sortir de l'idée qu'on va faire une bonne affaire et plutôt chercher à se focaliser sur son intérêt à acheter. Alors, ce qui va être à l'origine de cette chronique, hein, c'est une rencontre que j'ai faite il y a bien longtemps. Tout le monde reconnaît cette personne. Patrick, peut-être. Son micro est cool. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Son nom m'échappe. Son nom t'échappe. Alors, son nom est Michael Spence. Ça va mieux maintenant? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Alors, c'est un des trois prix Nobel d'économie de 2001. Mais oui, bien sûr. Et oui, donc C'est la symétrie d'information. exactement. Et j'ai eu donc l'honneur de déjeuner avec lui à table il y a bien longtemps. Et j'étais, bien entendu, je ne savais pas qu'il était un prix Nobel. Donc, comme toujours, hein, la confiture au cochon. Mais bon, j'ai une excuse. Patrick lui-même ne l'aurait pas reconnu. Et donc, il nous parlait de l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que c'est un prix Nobel d'économie qui a dit que si tout le monde avait exactement la même information sur les marchés financiers, eh ben, il n'y aurait plus de transactions. Donc, en fait, c'est étonnant parce que c'est une contradiction complète avec cette idée que les marchés doivent être dans un monde idéal, qu'ils doivent être parfaits et efficients. Et donc, c'est-à-dire qu'ils doivent être transparents, que chacun doit avoir exactement la même information. Et donc, du coup, ils seront efficaces. Et c'est d'autant plus important que cette théorie des marchés parfaits, c'est ce que recherchent les régulateurs, la SEC américaine et l'AMF française, par exemple. Donc, l'important, c'est d'admettre qu'on n'a pas la même information que le vendeur. Donc, c'est un premier sujet quand on va acheter quelque chose. On n'a pas la même information qu'on va acheter une entreprise, qu'on va acheter un bien. On n'a pas la même information que le vendeur, par définition. Mais il y a une autre information importante, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Alors, pour ça, il faut regarder ce qu'est un actif économique. Donc, un actif économique, eh ben, c'est une valeur actuelle, le prix auquel on peut l'acheter, une rentabilité, et puis une valeur future, le prix auquel on peut le revendre. Et la valeur actuelle, eh ben, c'est déjà quelque chose de très fluctuant parce que ça dépend du marché. Donc c'est fluctuant, c'est dépendant à la fois de l'offre et combien il y a d'immeubles à vendre dans la région qui ait les mêmes caractéristiques. C'est compliqué parce que qu'est-ce qui est comparable? Et puis qu'est-ce qui est vraiment sur le marché, qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui serait à vendre si on proposait le même prix? Et puis, il y a la demande. On est combien à vouloir la même chose au même moment? Donc, c'est déjà une valeur impossible à évaluer facilement. Et puis après, il y a la question du rendement. Parce que on parle de quoi? D'un rendement intrinsèque qui serait propre au bien, quoi qu'il arrive? On parle de notre rendement, celui qu'on va faire avec ce bien? Mais alors, si c'est ça, pourquoi est-ce que ça devrait se voir dans le prix? Parce que finalement, ce serait payé avec les efforts qu'on va faire nous, avec les résultats qu'on va obtenir nous. Et puis après, la valeur future. Donc la valeur future, qu'est-ce que ce bien va valoir à terme? Et donc ça nous met face à la question de comment prévoir le futur. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on peut quand même analyser les tendances
Mais la tendance la plus probable est malgré tout un scénario minoritaire. Hein, c'est une grande leçon de notre ami Michel Godet, le professeur qui était en charge de cet enseignement au CNAM sur la prospective. Il montrait qu'à chaque fois qu'on cherchait à envisager les 4 ou 5 scénarios possibles dans le futur, et puis après les scénarios de ces scénarios, et puis après, on arrivait à un scénario qui était le plus probable, mais qui était malgré tout un scénario qui avait 10% de probabilité de se réaliser. Mais il était plus probable que les autres. Donc, encore une fois, et chercher à voir la valeur future, tout comme la valeur présente, c'est une illusion. Donc, du coup, comment acheter? Alors, il y a une première solution, hein, c'est de faire comme les grands prédateurs, comme les grands charognards, c'est donc d'acheter comme un vautour, hein, comme Bernard Arnault, comme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter la règle des 4D. Hein, vous achetez seulement quand il y a des cas de décès, de divorce, de dette ou de dépression. Bon, mais ça, on va dire que c'est quand même un sujet qui ne concerne pas tout le monde. Hein, il y a des gens qui veulent avoir envie de se regarder dans la glace le matin. Donc, eux, ils vont devoir faire appel à la règle numéro 4 de Jordan Peterson. Quelle est cette règle? Eh bien, vous évitez de vous comparer aux autres, car les autres ne sont pas comparables. Vous allez vous comparer à vous-même et vous dire par rapport à hier, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'avance? Est-ce que ça me fait progresser? Donc, c'est reconnaître que l'on est unique, on ne peut pas se comparer aux autres, éviter de se désespérer, parce que les autres sont plus avancés que nous, ou au contraire, de se rassurer à bon compte, parce que qu'est-ce qu'on est bon? Si vous comparez par rapport à vous-même, vous pouvez effectivement vous dire que vous avez ou pas progressé. Vous êtes effectivement allé au-delà. Donc la question face à un bien que vous cherchez à acheter, c'est qu'est-ce que ça vous rapporte? Et combien vous pouvez payer? Pourquoi est-ce que vous voulez chercher à vous rassurer, à voir ce que les autres ont payé, etc. Il faut accepter l'incertitude, il faut accepter qu'on va se tromper et que ce n'est pas grave. Donc votre sujet, c'est quelle est votre valeur d'usage et quels sont vos financements possibles. Parce qu'il y a bien sûr un impact du levier financier. Si vous faites le cas d'un achat immobilier, est-ce que vous allez louer ou est-ce que vous allez acheter? Donc, dans un cas, pas d'investissement initial, un loyer chaque mois, et puis à la fin, on rend le bien. Dans l'autre cas, un investissement, un loyer chaque mois, et à la fin, on vend le bien. Alors, je vous rappelle que l'effet de levier, c'est que vous achetez un bien à sa valeur actuelle avec un investissement et une dette. La dette, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'investissement, c'est la différence entre la valeur actuelle et l'investissement. Et puis, vous allez payer des loyers qui va faire que la dette va s'effacer et que votre investissement va être égal à la valeur future. Donc, si vous n'avez pas acheté au bon prix et que de toute façon, vous devez payer des loyers, ce n'est pas très grave. Dans le pire des cas, vous aurez fait un mauvais investissement, c'est-à-dire que votre argent aurait mieux fait d'être placé ailleurs. Mais vous voyez que la partie la plus importante, finalement, c'est les loyers que vous allez payer là-dedans. Donc, si vous payez le même loyer, la question, c'est celle de la trésorerie initiale. Donc, si vous avez les moyens, si vous avez de quoi mettre le loyer initial, vous ne devriez pas vous poser la question de à combien j'achète. Vous devriez vous poser la question de voilà ce que j'ai en trésor que je peux mettre là-dedans raisonnablement, et voilà le loyer que je peux payer. De toute façon, c'est le loyer normal que je dois payer. Et la somme des deux, c'est le prix que vous pouvez proposer. Si ce n'est pas le prix de marché, ce n'est pas grave. Si c'est au-dessus du prix de marché, peut-être que vous pouvez en plus faire une bonne affaire, mais ça vient en plus. Donc, c'est après que vous allez vous poser la question de la position de votre vendeur. Quelle alternative il a? Quel besoin il a que nous, on peut combler? Quelle rapidité, etc.
En conclusion, si vous avez peur du futur, si vous jugez vos actions en fonction des autres, vous n'achèterez pas. Vous perdrez des opportunités, mais vous garderez la face. Merci Jean-Christophe. Donc, est-ce qu'on C'est peut, court. mais c'est fondamental. Est-ce qu'on peut dire qu'on rencontre régulièrement des entrepreneurs qui se posent la question de est-ce que je peux acheter cette entreprise ou cette activité, ce fonds de commerce, est-ce que je le paye au bon prix et qui donne mission à des gens dont c'est le métier d'essayer d'évaluer la valeur de ces actifs. On en rencontre toutes les semaines. C'est comme d'habitude, tu sais, notre façon de trouver les sujets de la semaine. C'est les discussions qu'on a eues ces derniers jours. Bon. Et donc, est-ce que on peut faire une différence entre finalement les entrepreneurs qui vont avoir leur propre investissement et les gens qui sont pas les entrepreneurs, mais qui peuvent être leurs collaborateurs, qui peuvent être les managers des gens qui vendent un actif en face, etc. Quel est le décalage qu'il y a entre le fait d'investir son propre argent suite son entreprise et d'investir l'argent des autres? Alors, il y a un vrai sujet qui est, et c'est une des marottes que l'on a chez Melsion, ce qui est l'impact de la théorie de portefeuille sur la façon de penser. Donc, ça fait référence au très bon livre de Philippe Erlin qui s'appelle Finance, le nouveau paradigme, et qui fait une exégèse de Nassim Taleb et de Mandelbrot et de la finance. Et donc, il décrit la finance moderne, enfin, qui décrit les errements de la finance moderne face à ce que nous dit la statistique et les mathématiques financières. Et donc, dans les années 60, il y a un grand professeur, il n'était pas un grand professeur à ce moment-là, mais qui est Markowitz, qui va décrire la théorie de portefeuille. Et en faisant ça, il va amener, par un effet que démontre très bien Philippe Erlin, toutes les entreprises à essayer d'évaluer leurs investissements par rapport à un rendement du capital, par rapport à un rendement qu'il faudrait donner à toute somme d'argent, quelle qu'elle soit, même si c'est des fonds propres. Or, ce n'était pas le cas avant. Les fonds propres, avant, c'était ce qu'on avait en réserve pour le cas où. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait rentabiliser. Et cette idée de rentabiliser a lieu parce qu'on commence à comparer des choses qui ne se comparent pas et parce qu'avec Markowitz, on se met à croire que le futur est prévisible, puisque Markowitz nous dit, si jamais vous faites un beau portefeuille qui est bien équilibré, eh bien, vous n'allez plus avoir de risque, vous n'allez avoir finalement que de la croissance, donc selon la croissance que vous choisissez dans votre portefeuille. Donc, bien entendu, sous-entendu, prenez les entreprises les plus rentables même si elles vous paraissent fragiles, le fait qu'elles sont dans un portefeuille va éliminer le risque de chaque entreprise pour avoir un risque commun qui finalement sera nul. C'est tout un sujet, hein, Patrick, mais c'est pour montrer qu'on a une théorie qui est fausse, qui a influencé toute la finance moderne et de ce fait a influencé toutes les entreprises, en commençant par les plus grosses et en allant jusqu'aux entreprises entrepreneuriales au travers des collaborateurs qui viennent essayer de faire des bonnes pratiques de finance moderne dans l'entreprise. Et finalement, un des objets de cette chronique, c'était de montrer que ce n'est pas un sujet, le rendement des fonds propres, parce qu'on n'en sait rien. Le sujet, c'est quel est votre intérêt à vous? Vous allez payer beaucoup d'argent au-dessus du prix du marché, mais qu'importe, on ne sait pas quel sera le prix du marché demain et on ne sait même pas vraiment quel est le prix du marché aujourd'hui. Vous avez un loyer à payer de toute façon? Eh bien, prenez-le. Vous avez de la trésor dont vous ne savez pas quoi faire, que vous placez à 0,5%, eh bien, mettez une partie là-dedans. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas, évidemment, qu'à force de faire ce type d'investissement, vous retrouviez avec votre trésor qui, elle,
deviennent critiques et deviennent votre goulot d'étranglement. Mais finalement, est-ce que le goulet d'étranglement, c'est d'avoir votre bien, votre nouveau local tout de suite maintenant pour pouvoir produire en élargissant vos capacités parce que vous étiez un local trop petit? Est-ce que c'est ça l'important? Ou est-ce que l'important, c'est d'avoir la satisfaction qu'on ait acheté au bon prix, qu'on ait fait la bonne affaire? Donc, vous avez compris ce que dit Jean-Christophe, c'est recentrez-vous sur ce que vous allez gagner, les moyens que vous allez investir, et ne vous posez pas la question de la valeur externe. Ne chassez pas la bonne affaire. Si elle est là, bah, tant mieux. Ne chassez pas la mauvaise affaire. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise affaire? C'est un nouveau paradigme que nous vous proposons de regarder. Avez-vous des questions pour Jean-Christophe? Eh bien, tu vois, Jean-Christophe, je pense que tu as donné à réfléchir à tout le monde aujourd'hui et sans doute à de très nombreux Ah, entrepreneurs. Patrice, as-tu une question pour Jean-Christophe? Pas une question, mais c'est intéressant. On voit ça dans la tech en ce moment avec des gens qui sont des vrais entrepreneurs, des gens qui considéraient que en fait le cloud c'était très bien, ça permettait de louer de la puissance, de pas avoir besoin d'investir, etc. Et qui sont en train de faire une marche arrière phénoménale et qui disent le coût des infras est devenu très accessible, les marges sur le service de la location de puissance informatique n'a cessé d'augmenter. En fait, je pense que c'est le moment de rebasculer sur une infra propriétaire, sur du on-prem, comme certains disent. Donc, et c'est intéressant, ça vient d'un entrepreneur. Il avait besoin de puissance immédiate, il a eu sa puissance immédiate. Eh bien, aujourd'hui, c'est moins pertinent, il a le cash pour réinvestir puisque les loyers ont monté de plus en plus. Enfin, il peut faire du levier puisque les loyers, il peut les réallouer sur de l'achat. C'est des problématiques qu'on peut se poser à tout moment dans une vie d'entrepreneur. Et la question, effectivement, c'est pas le bon achat, mais quels moyens je me permets d'atteindre. Donc, merci pour ta presse, c'était vachement intéressant. merci Patrice.